On a une séance fort intéressante, je pense, avec trois orateurs qui vont parler des choses très différentes, mais comme je disais, très intéressantes. Malheureusement, mon co-chair, M. Benoît Fleury, n'est pas là, alors c'est moi qui va gérer la session. Et Jean-Pierre vraiment me fait travailler là, hein, mais c'est un plaisir. Bon, le premier orateur, c'est Michael Nassila, oui, Damien, que vous connaissez tous, bien sûr. Ce que vous avez peut-être pas, c'est qu'il est depuis quelques jours, il est le président de la European Society on Biomedical Research on Alcoholism. Alors, il a été élu il y a 2 semaines en Roumanie, et c'est bien. Alors, il va nous parler de la psilocybine et comme nouvelle option en addictant. Merci. Merci beaucoup, Karl. Merci, Jean-Pierre, de l'invitation. Merci à Arcas de l'organisation. C'est vraiment très agréable de venir. Nous, dans le nord de la France, il fait très froid. Ici, il fait vraiment très chaud. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Et en plus de... Ah, les micros, c'est à moi de... OK. Un grand plaisir de venir vous parler. En plus, un symposium sur l'alcool. Et bon, j'ai pris un sujet assez provocateur qui est celui du retour des psychédéliques. Hein. Vous avez tous entendu parler des psychédéliques, mais dans l'alcool, finalement, ça fait déjà très longtemps qu'on sait que les psychédéliques pourraient être utiles dans le traitement des troubles de l'usage d'alcool. Donc mes liens d'intérêt, bon, il y en a quelques-uns, il y en a toujours. Juste, oui, en tant que président de l'ESBRA, donc je vous fais l'annonce du prochain congrès qui sera le congrès ISBRA, donc international européen, qui aura lieu à Cracovie, une très belle ville en Pologne, l'année prochaine. Alors, bon, je vais aller un peu vite finalement parce que Karl vient de mettre la pression en me disant que tu n'as que 20 minutes et j'avais prévu un peu plus, donc je vais aller assez vite sur certaines diapositives. Donc vous savez tous à quel point l'alcool, c'est un problème majeur en termes de mortalité, de morbidité, de fardeau global et puis un impact bien sûr social et économique énorme. Et puis bon, un BEH qui est peut-être passé un peu inaperçu en 2015 sur des chiffres de 2012 qui montraient que l'alcool était une des toutes premières causes d'hospitalisation en France. Donc il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur deux choses. Donc Karl a déjà parlé des traitements ce matin et puis du gros intérêt de la médecine de précision. Donc il nous a présenté déjà des très jolis résultats. Donc il a parlé aussi du fait qu'il y a des traitements qui existent et il faut s'intéresser maintenant à la réponse, finalement à mieux comprendre ce qui va conditionner la réponse à certains traitements. Donc il a montré des efficacités améliorées avec des tailles d'effet assez impressionnantes ce matin. Bon, en général, la taille d'effet des médicaments est autour de 0,4, on va dire qu'elle est modérée, mais il faut quand même dire qu'on a des traitements efficaces. On n'a pas aucun traitement dans l'alcoolodépendance, loin de là. Mais bien évidemment, on a toujours besoin de nouveaux traitements. Alors juste pour vous dire que les psychédéliques, on sait depuis fin des années 50, début des années 60, que les études ont suggéré déjà à cette époque que les psychédéliques, et notamment le LSD, pourraient être intéressants dans le traitement de la consommation excessive d'alcool. Ensuite, arrivée de Nixon, etc., on enterre tout ça et ça revient très fort depuis une dizaine d'années finalement, avec des essais assez petits, mais qui montrent également que les psychédéliques, comme le LSD, mais aussi la psilocybine, qui revient très fort, aussi fort que le LSD, finalement, en termes de nombre de publications, eh bien, pourrait être efficace dans un grand nombre de pathologies. Et d'ailleurs, maintenant, vous voyez dans les journaux, c'est vraiment, on fonde beaucoup d'espoir là-dessus. Et juste pour rapporter un petit peu ce qui a été dit initialement, finalement, c'est que, eh bien, effectivement, dans l'alcool, dans le délirium tremens, il peut y avoir des hallucinations, et donc pourquoi pas imaginer de générer finalement chez un patient des hallucinations et penser que ça pourrait améliorer le pronostic regardant en ce qui concerne la consommation d'alcool. Alors sur les mécanismes par contre, ce qui est très discuté à l'heure actuelle, c'est la contribution des effets psychologiques
comparativement aux effets pharmacologiques du produit. Donc ça, c'est une grosse question parce que justement, moi, je vais vous montrer des résultats chez l'animal et les effets psychologiques chez l'animal, je ne peux pas vous dire si le rat est en train de faire des hallucinations, quoique. En tout cas, ce qui est très confirmé à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un très fort impact en termes de plasticité cérébrale. Alors, bon, simplement, vous avez plein de revues maintenant qui vous montrent l'intérêt, par exemple, des psychédéliques dans les TOC, dans les troubles anxio-dépressifs ou dans l'addiction, que ce soit au tabac ou à l'alcool. Des revues assez intéressantes qui vous expliquent tout ça. Alors, dans l'alcool, on a cette méta-analyse sur le LSD qui montre que le LSD pourrait faire mieux que les traitements actuels, donc c'est assez intéressant, en termes d'amélioration sur le mésusage d'alcool ou en termes de prévention du retour à une forte consommation ou en maintien de l'abstinence. Alors, avec un autre ratio qui est aux alentours de 2, ce qui n'est pas mal du tout sur le mésusage d'alcool. Et puis, bon, sur les effets à très long terme, parce que c'est tout l'intérêt des psychédéliques, c'est qu'on pressent qu'une administration faible, ou voire en microdosing et répétée pour avoir un effet à très long terme. Bon, ce que disent les études sur le LSD, c'est qu'effectivement, il y a des effets à court terme, mais pas finalement à si long terme que ça. Alors, juste sur la psilocybine, maintenant, là, parce que je parlais du LSD, effectivement, une étude montre un intérêt à gauche sur la dépression, en bas sur le tabac, et puis en haut à droite sur l'alcool, avec des effets, vous voyez, qui en fait sont assez durables dans le temps quand même, hein, puisque là, avec l'alcool, on arrive quand même à 9 mois d'effet sur... Excusez-moi, parce qu'il y a un léger décalage entre la pression sur le bouton et l'affichage de la diapo, c'est très perturbant. Ici, vous avez simplement une étude là, de Bogenschutz en 2015 qui montre qu'ici, après une toute première injection de psilocybine, eh bien, vous voyez qu'à 9 mois, on voit encore un effet ici en termes de diminution sur le pourcentage de jours de consommation ou le pourcentage de jours de forte consommation d'alcool. Donc tout ça, c'est très, très intéressant, mais ce sont des essais sur un nombre limité de patients. Alors simplement, je ne peux pas vous faire une revue, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'études sur que font finalement les psychédéliques dans le cerveau. Donc là, je vous en ai mis simplement 2 études où on a l'effet du LSD microdose qui va ici renforcer la connectivité entre l'amygdale et le gyrus frontal. Et ça, c'est corrélé avec une amélioration de l'humeur. Donc ça, c'est assez intéressant quand même. Il y a des effets assez spécifiques, hein. Et puis ici, une autre étude qui montre, cette fois-ci sur la psilocybine, que ça va jouer à la fois sur l'activité des régions sensorielles ou des régions associatives. Et ici, ce qui était aussi intéressant, très intéressant dans cette étude, c'est que les changements de connectivité étaient associés avec, du point de vue temporel, associés à une modification d'expression des gènes qui codent les récepteurs et assez spécifiquement des récepteurs 5-HT1A ou 5-HT2A de la sérotonine. Alors, grosso modo, les 3 cibles des psychédéliques, j'ai repris la revue de notes récente, c'est vraiment une amélioration de la connectivité cérébrale globale, donc ça c'est l'image que vous voyez partout, hein, un effet sur l'activité cérébrale, sur l'entropie au niveau du cerveau, et puis finalement, ce qui est pressenti, c'est des changements en termes d'excitabilité neuronale. Je vais passer des diapos sur des mécanismes. Alors, ce qui est très intéressant aussi, on s'est, nous, particulièrement intéressés à la psilocybine. La psilocybine, donc simplement son métabolite après déphosphorylation, c'est la psilocine, qui a la plus forte affinité pour les récepteurs. C'est un agoniste partiel des récepteurs 5-HT2A. Ça a des effets rapides et à long terme. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'en termes de mécanismes, et ceux qui travaillent sur la schizophrénie connaissent peut-être déjà bien cet effet ici, c'est parce que on va avoir, après activation des récepteurs 5-HT2A, une modification d'une enzyme qui est impliquée dans l'épigénétique et le remodelage de la chromatine. Donc c'est pour ça aussi qu'on est très intéressé, parce que c'est ce qui pourrait expliquer des effets à très long terme. Et vous voyez en fait qu'un des mécanismes les mieux connus, c'est un effet sur l'histone HDAC2, donc une histone désacétylase, qui va en fait entraîner une modification de l'expression d'un récepteur métabotropique du glutamate qui nous intéresse beaucoup, parce que je vais vous montrer qu'il est fortement impliqué en fait dans la consommation d'alcool. Alors, chose très intéressante aussi, que j'ai découvert moi, récemment avec l'étude de la pharmacologie des psychédéliques. Vous aurez une présentation donc, vendredi sur la pharmaco des psychédéliques, mais ce qui est très intéressant, c'est que donc, ils agissent en partie sur les récepteurs 5-HT2A de la sérotonine, mais c'est qu'aussi ces récepteurs
forment des dimères avec d'autres récepteurs, et en particulier avec le récepteur du glutamate, donc métabotropique de type 2. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, par exemple, sur l'animal, on peut perdre les propriétés pharmacologiques ici de ce psychédélique si on mute les souris pour ce récepteur mGluR2. Donc, ce qui montre que voilà, il y a un effet sérotoninergique, mais ça passe aussi par la voie glutamatergique. Et encore plus fort, ici, c'est aussi un effet avec une formation d'hétérodimères avec des récepteurs D2 de la dopamine. Et vous connaissez, je pense, très largement cette forte implication des récepteurs D2 de la dopamine dans l'addiction, notamment à l'alcool, puisque le niveau d'expression des récepteurs D2 dans le striatum ventral est associé à une vulnérabilité à développer l'addiction ou pas. Ça a été démontré dans des études sur l'alcool, et puis aussi chez les patients addicts, on a ici avec des processus opposants une adaptation très forte des récepteurs D2 de la dopamine. Alors simplement, juste pour dire sur le récepteur mGluR2, on sait que les rats alcoolopréférants ont une expression réduite de ce récepteur. Des agonistes bloquent la rechute à l'alcool. On peut aussi restaurer, quand on restaure l'expression de ces mGluR2 spécifiquement dans une voie cortex préfrontal, noyau accumbens, retenez ça parce que je vais en reparler par la suite, spécifiquement au niveau de cette voie glutamatergique qui va du cortex préfrontal vers le noyau accumbens, eh bien on peut redonner le contrôle sur la consommation d'alcool des animaux alcoolodépendants. Et puis chez l'homme, bon, ça tombe bien, on voit aussi que ce récepteur, l'expression de ce récepteur est réduite dans le cortex cingulé antérieur chez les patients alcoolodépendants. Donc vous voyez une grosse implication de ce mGluR2. Donc au final, finalement, l'hypothèse ici, c'est qu'on sait que le cortex, comme l'a dit tout à l'heure Serge Ahmed, effectivement, là, il y a beaucoup de récepteurs sérotoninergiques, et notamment de 5-HT2A. Dans l'addiction à l'alcool, il y a moins de ces récepteurs, et de mGluR2 d'ailleurs. Et en fait, les psychédéliques pourraient restaurer ce contrôle top-down ici, en renforçant l'activité de cette voie cortex préfrontal, noyau accumbens. Alors, simplement pour vous dire qu'on a commencé à travailler sur ce projet avec Rainer Spanagel, qui est le porteur du projet ici, d'un projet RNet Neurone, et où l'idée c'est de tester dans un essai multicentrique international, randomisé, contrôlé chez le rat, donc dans trois pays, l'Italie, la France et l'Allemagne, eh bien, l'efficacité de la psilocybine dans un modèle d'addiction à l'alcool. Et puis aussi, avec une collaboration avec Wollenweider en Suisse, de tester l'effet de la psilocybine chez des patients alcoolodépendants pour voir l'effet sur la connectivité cérébrale. Donc c'est un projet assez complet, translationnel. Et simplement pour vous dire, donc les premiers résultats que nous avons eus, alors dans un modèle, je vais juste en dire deux mots, Serge Ahmed a parlé de modèle d'addiction tout à l'heure, modèle d'addiction à l'alcool. Bon, on arrive à modéliser pas mal de critères du DSM-5, on est assez content avec ça. Le modèle qu'on utilise beaucoup dans l'alcoolodépendance, c'est un modèle où on utilise l'auto-administration opérante, mais on utilise aussi assez couramment une période de 8 semaines où on va exposer les animaux dans des enceintes où ils reçoivent l'alcool par inhalation. On va induire comme ça une dépendance physique et psychologique. Ils sont exposés à des alcoolémies de 2 grammes par litre, 14 heures par jour. Donc c'est très intermittent pendant 8 semaines parce qu'on sait que dans ce modèle, eh bien, on va induire ensuite derrière un état émotionnel négatif, caractéristique de l'addiction, et puis surtout une perte de contrôle et une prise compulsive, et également différentes comorbidités. Alors dans ce modèle, on a testé la psilocybine. Oh là là, effectivement, on a testé la psilocybine tout d'abord en sevrage aigu. Et qu'est-ce qui se passe en sevrage aigu? Eh bien, effectivement, la psilocybine, de manière non dose-dépendante, ici à une faible dose, 1 mg par kilo, eh bien, diminue la consommation d'alcool chez des rats qui sont rendus alcoolodépendants. Bon, les résultats sont assez intéressants puisque ces résultats vont être publiés dans Science Advance et ça va être publié le mois prochain. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que dans mon laboratoire, on a recherché les mécanismes par lesquels la psilocybine pouvait avoir cette efficacité. Et sans hypothèse, enfin on avait l'hypothèse, on le savait, mais on a criblé l'expression de plein de gènes ici impliqués dans la neurotransmission. Et celui qui sort le mieux, eh bien, je vous le donne en mille, c'est le mGluR2, justement. On a bien une réduction de ce mGluR2 ici chez les rats alcoolodépendants. Et quand on traite à la psilocybine, eh bien, on restaure l'expression de ce mGluR2. On ne s'y attendait pas, mais on n'a pas vu de variation ici de l'expression du 5-HT2A.
On a testé aussi la psilocybine dans un autre modèle de binge drinking. Oui, les rats aussi peuvent faire du binge drinking. Simplement, ce sont des rats qui vont avoir accès à l'alcool simplement 15 minutes par jour et qui vont développer ici des consommations assez rapides, assez élevées, avec des signes d'intoxication. On a des signes d'intoxication visibles. Ils s'entraînent à faire du binge drinking pendant des mois. Là, on vient de vérifier qu'ils ne développent pas de signes d'addiction. C'est assez particulier. Donc, c'est un modèle de binge drinking assez pur. On a des dommages hépatiques. Et puis, surtout, il répond assez bien à tous les traitements ici utilisés dans l'addiction à l'alcool. Vous voyez, nalméphène, naltrexone, le R-baclofène, sodium oxybate et puis acamprosate. Donc, c'est un modèle assez bon en termes de prédictivité. Alors, on a testé la psilocybine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous montrer le plus intéressant. Quand on traite par voie intrapéritonéale ici avec la psilocybine, on voit une diminution ici du nombre de récompenses et de la consommation d'alcool. Ici, vous avez les réponses cumulées sur 15 minutes. Les animaux boivent un peu et puis s'arrêtent après de consommer, après une injection par voie intrapéritonéale. Bon, mais ça ne nous explique pas comment marche la psilocybine. Par contre, on a... Ouh là 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 là. Pourtant, je vous assure, je fais attention. Hein. Donc, je vous donne tous les résultats à l'avance. Ça ne nous dit pas comment la psilocybine marche. Alors, on a eu l'idée d'injecter directement la psilocybine dans le cerveau. Et quand on injecte la psilocybine dans le noyau accumbens, on a le même effet que lorsqu'on l'administre par voie périphérique. Par contre, quand on l'injecte ici, on l'a injecté dans l'aire tegmentale ventrale, c'est un bon contrôle négatif, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet. Donc il semble que la psilocybine ait un effet ici sur les récepteurs 5-HT2A dans le noyau accumbens. Alors je ne sais pas si c'est 5-HT2A, donc on l'a vérifié. On a injecté la psilocybine par voie intrapéritonéale et on a bloqué les récepteurs 5-HT2A par de la kétancérine. Et effectivement, on bloque ici l'effet de la psilocybine par voie périphérique en injectant un antagoniste 5-HT2A directement dans le noyau accumbens. Donc il semble bien que ce qu'on voit ici en termes d'effet aigu de la psilocybine chez les rats alcoolodépendants ou ici dans un modèle de binge, eh bien ça passe par les récepteurs 5-HT2A dans le noyau accumbens. Alors les animaux boivent de l'alcool quand même quand ils sont sous psilocybine. C'est ce qu'on a dit peut-être un petit peu tout à l'heure. Il faut qu'ils consomment de l'alcool et ensuite ils s'arrêtent de boire. Ce qu'on voit très nettement ici, c'est que les rats sous psilocybine, eh bien, ils ont la même initiation, ils vont consommer en même temps que les autres traitements, mais par contre, ils vont s'arrêter beaucoup plus tôt. Alors, on a recherché aussi tous les gènes qui étaient modifiés, vous pensez bien, dans différentes structures, le noyau accumbens ou le cortex préfrontal, qui nous intéresse beaucoup. Et puis, alors, chose très intéressante, c'est qu'on voit également que chez les rats, alors ici, chez les rats binge drinkers, traités, donc les buveurs d'alcool traités à la psilocybine, on voit spécifiquement chez eux une augmentation du récepteur D2 de la dopamine, à la fois dans le cortex préfrontal et à la fois dans le noyau accumbens. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Quand vous augmentez le récepteur mGlu-R2, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou quand vous augmentez le récepteur D2 de la dopamine, vous diminuez la consommation d'alcool. Donc ça aussi, ça serait un des mécanismes par lesquels la psilocybine est efficace dans ces modèles. Pas de modification des récepteurs D1 ou D3, donc spécifiquement le mGlu-R2 et le D2. Est-ce que, finalement, c'est ce qui nous intéressait le plus, la psilocybine a des effets à long terme? Eh bien, c'est là que ça se complique. Oh là là, oh là là. Eh bien, à 12 heures, vous voyez, après traitement dans le modèle d'alcoolodépendance induit par inhalation, ici, 12 heures après, bon, il semble qu'on ait encore un petit effet qui persiste ici à 2,5 mg par kilo, il n'y a plus d'effet à 10. Donc c'est une dose très forte, mais il y a un petit effet peut-être 12 heures après traitement. Par contre, 36 heures après traitement, on n'a plus d'effet de la psilocybine. Alors, ça c'est un petit peu embêtant, et Rainer Spanagel a fait d'autres essais à la fois du LSD et de la psilocybine dans un autre modèle, le modèle qu'on appelle l'Alcohol Deprivation Effect, un modèle très chronique d'alcoolisation et de sevrage répété pendant 9 mois au moins, avec des effets de rebond de la consommation d'alcool après des sessions de privation. Et bien en fait ici, après traitement avec LSD ou psilocybine, dans ce modèle-là, il n'y a pas vraiment d'effet à long terme des psychédéliques. Donc ça ne rejoint pas beaucoup ce qu'on observe en clinique jusqu'à présent. Juste pour vous, je vais bientôt conclure, juste pour vous dire que ce qui est intéressant aussi actuellement, ce qui se développe, c'est potentiellement développer d'autres molécules, d'autres analogues, par exemple ici de l'ibogaïne. Ils ont copié ici le pharmacophore de l'ibogaïne, qui est un psychédélique, pour développer d'autres molécules qui n'ont pas d'effet hallucinogène. Et de manière très intéressante, cette étude montre que cet analogue
non hallucinogène, entraîne une augmentation de la plasticité synaptique ici dans différentes régions cérébrales, et puis surtout est capable de bloquer le comportement de type binge drinking chez l'animal. Alors, what's next? Eh bien, il y a un projet en France de tester ici le LSD chez les patients alcoolodépendants. Toujours l'idée de tester ces molécules dans des essais précliniques contrôlés, randomisés, dans différents modèles animaux, parce que là, à chaque fois, vous voyez, chacun a tendance à travailler sur son modèle uniquement, mais c'est quand même bien de savoir ce qui se passe dans 2 modèles, parce que là, bon, on n'a pas tout démontré, hein, il faut voir par rapport aux doses, par rapport au protocole de microdosing, par rapport aux effets à long terme, et aux effets à long terme sur quoi? Sur la rechute, faire le traitement pendant la phase d'abstinence et de manière répétée. Et puis on manque aussi de beaucoup d'études d'imagerie, je vous en ai montré que 2 ici, mais on manque encore d'études d'imagerie chez des patients alcoolodépendants, parce que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ce sont des patients sains, hein, témoins, et également chez l'animal. Voilà, simplement pour remercier les 2 personnes qui ont fait tout le travail sur l'animal, c'est Jérôme Jean-Blanc et puis Grégory Fouquet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Michael. Je pense que c'est vraiment remarquable comme la méthodologie dans les essais précliniques essaie de plus en plus de vraiment mimiquer, on pourrait peut-être dire, la situation clinique. Et ça, c'est vraiment la voie qu'il faut poursuivre. Alors, des études randomisées, double aveugles, etc., c'est vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions pour Michael? Je voudrais juste dire que c'est vraiment la clé. Hein. Oui. On fait comme en clinique, on fait des essais précliniques randomisés contrôlés. On essaye de travailler sur des cohortes un peu plus importantes, et des mâles et des femelles, et d'essayer d'identifier les répondeurs et les non-répondeurs. Ça, c'est un peu nouveau dans le champ, et c'est très intéressant. Je savais que Maurice... Merci pour cette présentation, Michael. Sur le plan comportemental, comment justement réagissent les animaux à l'injection de psilocybine? Alors justement, on s'est mis à des doses où finalement on ne voit pas trop de signes comportementaux de la psilocybine, sauf quand on augmente à 10 mg. Là, effectivement, il y a quelques animaux qui ont des signes psychédéliques-like, hein, comme on peut l'observer par exemple avec de la kétamine. Donc oui, il y a des signes de réponse. Des stéréotypies, des ataxies. Tout à fait, et des comportements un petit peu étranges, hein, avec des animaux qui se redressent, qui explorent plus que qui se suspendent au barreau de leur cage, qui font des choses un petit peu bizarres. Effectivement, on a ce genre de choses. Et alors c'est très intéressant parce que comme également ce qui est pressenti en clinique, c'est que peut-être l'efficacité va dépendre aussi de cette sensibilité initiale à l'effet psychédélique. Donc ça serait aussi peut-être à regarder même chez l'animal, savoir si les effets qu'on observe vont dépendre aussi de la réactivité initiale. Autre question? Oui, voilà. Alors, je m'appelle Hans Gadelius, j'en profite pour poser la question, enfin merci pour la présentation. Alors, je suis clinicien, donc je vais la poser d'une façon de clinicien. C'est comment on peut mesurer chez les petits animaux, parce que ça me parle à chaque fois qu'il y a des présentations de ce genre, l'effet que je traduirais par oh, ça, je suis un peu défoncé là, mais j'en veux plus. D'accord? C'est-à-dire, comment le rat, enfin, c'est ce qui me gêne un peu, c'est qu'on dit oui, alors la consommation baisse, mais moi, quand j'écoute mes patients, effectivement, ils arrêtent quand ils en ont trop. Donc là, est-ce qu'on vérifie les pulsations cardiaques, on suit un peu, on ne peut pas leur parler, donc forcément, comment on fait? Bon, vous avez raison, ce qu'on va mesurer, on peut mesurer des index. Souvent, quand on traite pendant le sevrage, on peut regarder déjà l'efficacité de la molécule sur des symptômes de sevrage. Est-ce que ça va lever de l'anxiété ou d'autres, la publication sur l'effet de la psilocybine, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que dans ce qu'on observe, il y a une diminution de la flexibilité mentale. Par exemple, on s'aperçoit que la molécule a aussi un effet via cette restauration du contrôle inhibiteur sur le comportement. Maintenant, sur les effets ressentis, effectivement, nous, les paramètres qu'on mesure, qui sont mesurés classiquement, ce sont des index de motivation, de consommation, de recherche de substances. Est-ce que, quand on te redonne accès à la substance ou pas,
en condition de rechute après différents temps d'abstinence. Voilà. Sur les effets psychologiques, je dirais, on ne regarde pas beaucoup ça. On ne regarde même pas vraiment ces aspects-là. Donc ce qu'on va regarder, c'est des signes qu'on peut objectiver. Bon, la réponse motrice, l'hyperactivité ou pas, ou l'activité exploratoire, ou ce genre de choses, mais pas vraiment, bien évidemment, le ressenti. Donc c'est une des limites. Donc là aussi, c'est une des grosses limites, parce que je vous dis, si on ne voit pas d'effet à long terme, etc., bon là, bien évidemment, c'est ce que je montre quand on injecte la psilocybine directement dans le cerveau, c'est qu'on a l'effet pharmacologique de la psilocybine. Maintenant, est-ce que sur l'effet psychologique, je ne suis pas capable de vous le dire. Okay. Michael, dernière question. J'ai une question sur ton observation de la baisse des récepteurs D2 dans le noyau accumbens. Donc 2 questions, c'est quel mécanisme tu envisages et est-ce que tu l'observes que dans le noyau accumbens et pas dans le striatum dorsal, étant donné que par exemple chez l'homme, on sait que la baisse qui est associée à l'addiction est surtout observée dans les parties dorsales du striatum. Alors qu'est-ce que tu penses de ça ? Très bonne idée, mais on a plutôt choisi une stratégie, on allait tout cribler. Donc on a criblé vraiment plein de gènes dans le striatum ventral et on a pris le cortex parce que c'est la voie corticonaque qui nous intéresse, mais effectivement ça serait intéressant. Mais on a vu que la psilo n'avait aucun effet dans la VTA par exemple, mais on n'est pas allé voir le striatum dorsal, tu as raison. J'espère qu'on a prélevé le striatum dorsal, mais j'ai pas. Et dans le mécanisme, ce qui nous intéresse beaucoup ici, c'est l'interaction, les hétérodimères. Ça c'est quelque chose qui est assez peu exploré et là on sait que il y a une communication opposée, D2 vers 5-HT2A et 5-HT2A vers D2. Et voilà, donc ça passe par des voies de signalisation et une interaction directe physique de récepteur à récepteur. Merci. Ok, alors dernière. Bonjour, en fait je suis consommateur, j'ai déjà consommé du psylo et même du LSD. Mais au niveau psylo, ça fait quand même des hallucinations, on a des faits, on n'est pas nous-mêmes. Donc comment on peut faire pour... comment vous allez faire pour qu'on soit vraiment nous-mêmes en fait? Parce que le psylo, c'est pas comme du LSD, mais oui. C'est pas loin quoi quand même. Et voilà quoi, c'est ça la question. Ok, merci. Tout à fait. Alors, mais ça, justement, c'est hyper contrôlé. Hein. C'est une des problématiques sur un essai clinique comme ça, c'est qu'il faut aussi gérer l'administration de psychédéliques à des doses qu'on peut adapter ou pas. En général, ce sont des doses assez faibles qui vont déclencher des réponses qui peuvent être très variées chez les individus. Hein. Alors, on m'a posé la question chez le rat, mais chez l'homme, c'est pareil. Et puis, il faut suivre justement l'expérience psychédélique, le trip du patient, et ça se fait dans un environnement contrôlé, avec médicalement, avec psychologue, infirmière, etc. Donc effectivement, mais ça justement c'est tout l'intérêt, c'est que peut-être l'efficacité passe par cet effet psychédélique, hallucinatoire, qu'il faut également gérer et contrôler. Mais c'est un des effets recherchés, je dirais. Ok, merci beaucoup. Merci. Et on va continuer. On reste dans le cerveau, mais maintenant c'est le cerveau humain et on aura Bruno Millet de Paris qui va nous parler de la stimulation cérébrale non invasive et invasive. Et ça aussi, je pense, sera très très intéressant parce que Paris, c'est vraiment un des centres globaux pour faire des tas de choses dans ce domaine. Alors, Bruno. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir accepté ma communication. Ça me fait très plaisir d'être là. Je vous parle des techniques de stimulation cérébrale dans les troubles alcooliques. Je devais faire quelque chose sur les aspects méthodologiques, mais je vous renverrai plutôt à une publication et je vais essayer d'abord de vous faire comprendre pourquoi je pense que c'est important et pourquoi nous devons aller vers l'utilisation de ces techniques de stimulation invasives et ces techniques de stimulation non invasives. Alors voilà le topo originel que je devais vous faire sur les aspects. Ça vient d'être publié dans Comprehensive Psychiatry, Non-Invasive and Invasive Brain Stimulation in Alcohol Use Disorder, a Critical Review of Selected Human Evidence and Methodological Consideration to Guide Future Research, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'aspects méthodologiques qui limitent encore l'aspect de ces techniques.
Mais, comme je vous l'ai dit, je ne vous parlerai pas de ça. Je vous parlerai des liens qu'il y a entre les comportements obsessionnels compulsifs et les usages de substances. Pourquoi? Parce que je travaille depuis 25 ans sur les troubles obsessionnels compulsifs. J'essaierai d'appuyer et d'insister sur aussi la prise en compte, dans la prise en charge de la dépendance alcoolique, des troubles liés au stress, et en particulier, je prendrai quelques exemples avec la physiopathologie de l'état de stress post-traumatique. Le lien entre le stress et l'abus de substances alcooliques et le comportement que l'on a par rapport au phénomène de delay discounting. Et puis, je finirai en vous disant comment les techniques de stimulation peuvent marcher sur l'usage de substances, et en particulier sur la dépendance alcoolique, et puis les premiers résultats, et ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Alors, la première chose, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez dans l'assistance le trouble obsessionnel compulsif, probablement pas, mais globalement, ça se résume à cela. Ça se résume à une idée obsédante, le sujet est soumis à une idée obsédante, comme par exemple la peur de la contamination. Il devient anxieux, avec tout le cortège de manifestations psychiques et physiques que le sujet anxieux vit, et puis il se sent obligé d'accomplir des comportements répétitifs comme le lavage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types et deux étapes différentes dans cette pathologie. Il y a une étape aiguë, l'acquisition de cette pathologie. Comment une idée saugrenue vient-elle à l'esprit du sujet, et comment il en arrive à accomplir des comportements qui brutalement ne vont faire que ressurgir la recrudescence de l'idée obsédante. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a... Je ne sais pas où est le pointeur. Non. Hop. Je ne sais pas où est le pointeur. Ah, il n'y a pas de pointeur. Si, il y a. Et alors maintenant, voilà, c'est bon. Écoutez, tant pis, regardez cette diapositive et je vais essayer de vous la décrire. Mais... D'accord. Mais alors là, maintenant, j'ai même plus la main sur le... Hein? Sur l'écran. Ah. On va y arriver. Vous êtes sûr que c'est sur l'écran? Ouais. Voilà. Alors, l'idée, c'est sur le cerveau de gauche, là, vous avez donc cette anxiété, cette incertitude avec notamment ce comportement dirigé vers un but, mais progressivement, cette appréhension, cette préoccupation va se diriger vers un comportement compulsif avec l'acquisition d'une habitude, d'un comportement habituel. Et les structures cérébrales qui sont impliquées sont évidemment complètement différentes. C'est un travail qui a été réalisé assez récemment par des gens qui travaillent sur le TOC, avec notamment, il montre que chez les sujets souffrant de TOC, le TOC se transforme progressivement en comportement compulsif qui devient extrêmement autonome dans son fonctionnement. Autrement dit, l'idée obsédante n'est plus là que pour rationaliser un comportement qui devient quasiment automatique. Ainsi donc, on passe de quelque chose qui a une réalité à type d'anxiété et de préoccupation par rapport à l'environnement à une procédure comportementale qui devient automatique. Et ça se traduit par des circuits au niveau du striatum, par un passage de la sollicitation du striatum ventral au striatum dorsal. Vous n'êtes pas sans savoir que le striatum ventral est plutôt en charge des aspects émotionnels et peut-être un peu cognitifs, tandis que le striatum dorsal est plutôt en charge de notre motricité et de nos comportements.
Et donc, ce qu'expliquent ces auteurs, c'est que finalement, il y a une modification importante qui se fait. Décidément, j'ai du mal avec mes diapositives. Donc, l'acquisition d'une habitude, d'un comportement se fait à partir de ce passage du striatum ventral et du système finalement de récompense à un système qui est finalement plutôt basé sur les procédures d'apprentissage, c'est-à-dire tout ce qui est mémoire procédurale et qui renvoie toujours aux circuits cortico, striato, thalamo, cortico. C'est vrai qu'on est un peu gêné par la difficulté. Voilà. Alors, donc, ce qui m'a permis d'arriver aux addictions, c'est que finalement, à partir du modèle du trouble obsessionnel compulsif, je me suis intéressé aux substances et en particulier à la dépendance alcoolique avec l'idée que de la même façon que les TOC sont confrontés à un cercle vicieux et s'enferment progressivement dans une routine, eh bien, il semble que ça soit la même chose pour les sujets qui souffrent de dépendance alcoolique. Donc, et finalement, je ne suis pas le seul à penser ça, puisque nous voyons bien que les patients qui vont s'approprier des comportements inappropriés existent dans les addictions, dans les troubles des conduites alimentaires, mais aussi, bien sûr, dans les addictions les plus sévères. Un petit peu comme s'il y avait un biais cognitif en faveur d'une prépondérance que l'on donnerait au comportement d'habituation plutôt qu'au comportement dirigé vers un but. Alors, ceci est donc confirmé dans les études sur la compulsivité, que l'on peut décrire et définir comme des comportements excessifs, un manque de contrôle sur les comportements dirigés vers un but, et les études effectuées chez les rongeurs comme chez les humains suggèrent qu'il y a un changement du striatum ventral au striatum sensorimoteur, avec une tendance chez les gens qui abusent de drogue à être motivés par une réduction dans le contrôle de leur action. En fait, ce qu'ils vont privilégier, c'est leur comportement d'habitude, leur rituel procédurier par rapport à ce qui régit notre vie, qui est celui de s'adapter à la situation et de rechercher un comportement. Je pense qu'il y a quelqu'un à votre secours là. C'est bon? Bon, écoutez, super. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ce modèle de compulsivité adapté aux addictions, avec donc l'idée que le craving serait l'équivalent d'une obsession, de l'obsession de la substance. Puis vient le craving qui s'assimile pour moi à beaucoup d'anxiété, et puis la recherche compulsive qui ne va faire qu'alimenter la recrudescence de l'idée obsédante. Alors, à côté de cela, vous avez donc ce modèle de comportement compulsif, et puis il y a le rôle du stress. Le rôle du stress qui joue un rôle très important dans les addictions. Je vais passer sur les pathologies du stress chez l'adulte, mais vous avez certainement entendu parler du stress aigu, des états de stress post-traumatique, des troubles de l'adaptation avec ce stress chronique, et nous savons que chez ces patients, la co-occurrence de pathologies addictives est extrêmement fréquente. Alors, quand on regarde les structures, là encore, qui sont impliquées dans l'état de stress post-traumatique, eh bien, on s'aperçoit que ce sont les mêmes qui sont impliqués dans les addictions, avec le cortex préfrontal, le système amygdalo-hippocampique, l'axe hypothalamo-hypophysaire qui joue un rôle très important dans la sécrétion et dans la libération d'hormones qui vont concourir et entretenir finalement la chronicité du stress.
Et donc, l'idée, c'est de se demander en quoi stress et usage de substances, alcooliques en l'occurrence, sont reliés. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui sont... Est-ce que je vais pouvoir... Ça y est, j'ai trouvé le marqueur. Donc, avec un certain nombre de variables, de paramètres de vulnérabilité, de facteurs de vulnérabilité, une réponse mal adaptée qui se traduit chez les sujets qui présentent un stress chronique par une très grande réactivité et une sensibilité à l'environnement, une très grande difficulté à revenir à l'état de base et puis évidemment des difficultés cognitives. Et vous voyez que parallèlement, souvent, l'utilisation de substances d'abus de substances est le corollaire de ces pathologies liées au stress. Est-il besoin de dire également que le stress est probablement le facteur principal qui conduit à l'abus de substances et à l'entrée dans la dépendance? Il n'est qu'à considérer ces 5 facteurs qui contribuent aux addictions. En dehors de la vulnérabilité génétique, vous avez les pathologies mentales, l'environnement social, le stress lui-même et tout ce qui est trauma et abus. Vous voyez bien que les facteurs de stress sont presque des facteurs qui vont favoriser la précipitation dans l'addiction. Alors, j'en arrive à l'utilisation des techniques de brain stimulation. Vous avez probablement entendu parler de ces techniques. Il y en a 2 types. Il y a les techniques invasives qui consistent à implanter dans le cerveau des électrodes. Les cibles qui sont actuellement les plus choisies, en tout cas en psychiatrie, c'est le nucléus accumbens dont nous venons de parler à l'instant et qui est une structure clé dans le système de récompense. Et puis le noyau subthalamique que l'on utilise beaucoup pour les patients souffrant de Parkinson et aussi pour les patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Ici, on voit bien, et dans les différentes expériences qui ont été réalisées, que le nucléus accumbens est une piste pleine de promesses. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, vous avez les techniques non invasives qui, avec en premier lieu, au premier rang, la stimulation magnétique transcrânienne, qui permet d'avoir une action sur les structures corticales préférentiellement, avec malheureusement une faible pénétrance à l'intérieur du cerveau, encore que, avec cette technique de la Deep TMS, qui consiste finalement à utiliser un casque, il semble que certaines structures, telles que l'insula ou le cortex cingulaire antérieur, puissent être atteintes. Donc du coup, ça représente quand même des techniques qui sont pleines de promesses pour agir sur ces systèmes dont nous venons de parler à l'instant. Alors, quelle est la problématique finalement de l'addict? Alors, je vais prendre l'alcoolique uniquement, celui que je connais le mieux sur le plan clinique, mais finalement, c'est, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la prise de décision. Et en particulier, c'est la question qu'il a souvent à se poser par rapport à ce qu'on appelle la tâche de delay discounting. Qu'est-ce que c'est que le phénomène de delay discounting? C'est une tendance finalement qui serait presque spontanée, ou en tout cas très fréquente chez l'individu, de choisir une récompense, car tel est l'objectif de notre vie, c'est quand même le système motivationnel et la récompense que nous pouvons obtenir. Choisir plutôt une récompense immédiate, même si elle est moindre, qu'une récompense qui sera peut-être plus importante, mais différée. Alors, en anglais, on dit short sooner or larger later. Et en fait, beaucoup de patients, et cette tâche, ce phénomène de delay discounting, traduit un peu la caractéristique de l'impulsivité. Et on s'aperçoit finalement que cette question pose cette question de la capacité pour le sujet à contrôler cette impulsivité est majeure. Et c'est ce que se propose de faire ces approches par technique de stimulation cérébrale. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps d'en dire plus, mais je vais donc passer tout de suite
au premier résultat, avec quand même des choses qui sont intéressantes, des essais en ouvert. Ici, sur la droite, vous avez des techniques chirurgicales qui montrent que la stimulation du nucléus accumbens serait de nature à diminuer finalement le craving et l'appétence pour l'alcool. Et puis, sur votre gauche, vous avez l'utilisation de la Deep TMS sur les sujets souffrant de dépendance alcoolique, avec des effets qui sembleraient, qui sont corrélés également à un impact sur le système dopaminergique et sur le système cortisol. Alors, la neuromodulation, elle peut agir par deux façons. Soit en augmentant le contrôle inhibiteur, c'est-à-dire finalement en favorisant le sujet à contrôler, à permettre à son cerveau de contrôler un petit peu mieux la prise de substance ou l'appétence pour la substance, ou alors avec une cible qui serait plutôt sur le cortex orbitofrontal, essayer d'agir sur la diminution de l'appétence, de la motivation, de ce système de récompense que l'on va essayer d'enrayer par la stimulation à basse fréquence, plutôt sur le cortex ventromédial, cortex orbitofrontal. Alors, bon, nous sommes en train d'effectuer un essai randomisé contre placebo chez des gens qui sont stimulés en bilatéral au niveau du cortex préfronto-dorsolatéral, avec cette particularité d'agir sur des patients alcoolodépendants qui présentent déjà des altérations des fonctions dites exécutives, donc déjà qui sont à un stade important de leur pathologie alcoolique. Voilà. L'idée, et vous l'avez compris, c'est de promouvoir ces techniques qui, semble-t-il, sont intéressants, qui mettent un petit peu de temps, je trouve, à rentrer dans le champ de la dictologie. C'est pour ça que je tenais absolument à faire et à intervenir sur cet aspect-là. Ça, c'est l'équipe avec laquelle je développe, avec laquelle je travaille à la Pitié-Salpêtrière et à l'Institut du cerveau, avec des gens qui travaillent sur les addictions, sur l'état de stress post-traumatique et sur les TOC. Et puis ça, c'est pour vous donner de la lecture ce soir ou demain ou après-demain sur l'usage des psychotropes, parce que c'est un aspect important. Et ça, c'est sur les désordres du cerveau émotionnel. C'est plus pour des gens qui ont envie de savoir à quoi correspond le cerveau émotionnel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette tour de force dans quelque chose qui est extrêmement compliqué et varié. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Mullet? Voilà. Je voudrais revenir sur le rapprochement que vous faites entre troubles obsessionnels compulsifs et addiction. Donc moi, ce que j'avais, donc j'évoque pas la notion, enfin, d'acquisition du comportement compulsif, mais moi, ce que j'avais cru comprendre dans la compulsion, c'est qu'il y a justement et vous l'avez dit très bien tout à l'heure, ce sentiment que la personne se sent contrainte de réaliser le comportement et de manière répétée. Et ensuite, vous rapprochez ça de la notion de comportement automatique, d'habitude, que vous situez dans le cerveau au niveau du striatum dorsal, la partie sensorimotrice. Or, on sait que les habitudes, les comportements automatiques sont déclenchés par des stimuli, mais qui ne sont pas nécessairement associés avec cette expérience subjective de la contrainte que l'on observe dans la compulsion. Donc du coup, moi, si vous voulez, j'ai du mal à faire... Et du coup, donc, pour un comportement automatique, en général, justement, on va prendre conscience qu'on est rentré dans le comportement automatique qu'après coup. Je me rends compte que j'ai fait ça alors que ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Alors que dans la compulsion, la prise de conscience, elle survient avant. Je me sens contrainte de faire ce comportement. Je suis peut-être en train de le faire en ce moment. Mais donc, du coup, moi, je vois mal, si vous voulez, le rapprochement que vous faites entre comportement compulsif et comportement habituel. Donc ça, c'est le premier élément de la question. Le deuxième élément, c'est que vous nous dites qu'il y a un transfert du noyau accumbens vers le striatum dorsal, et après, vous nous dites que pour intervenir, on intervient au niveau du noyau accumbens, donc la partie ventrale du striatum. Donc pourquoi ne pas intervenir dans la partie dorsale? Enfin, je veux dire, c'est quoi
le raisonnement, on va dire, thérapeutique qui fait qu'on va intervenir sur le noyau accumbens, alors qu'on sait que pendant l'addiction, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, qu'il y a un transfert du contrôle comportemental du noyau accumbens au striatum dorsal. Bon, ça fait beaucoup d'éléments. Mais merci d'abord. En tout cas, c'était très stimulant comme présentation. Merci. Merci de l'attention que vous avez portée à mon exposé. Vos questions sont tout à fait pertinentes et je pense qu'il faut qu'elles soient abordées. Je réponds tout de suite à la deuxième question. Pourquoi pas le nucléus accumbens, pardon, pourquoi pas le noyau codé? Pourquoi pas le noyau codé, la partie la plus motrice? C'est une excellente question et je vais vous dire pour le moment, c'est parce que tout simplement ça porte aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore compris et je pense qu'on n'a pas encore fait cette distinction entre les premières phases de la maladie et la phase de chronicité. Et donc, effectivement, je pense que selon le degré et selon la phase de la maladie dans laquelle on se trouve, il faut probablement définir d'aller cibler soit le nucléus accumbens en ventral, soit plutôt le codé associatif, le codé moteur. Et ça, je pense que ce sont des enjeux de recherche et de réflexion qui sont très, très importants. Alors l'autre question, elle est plus difficile. Hein. Là, et merci de la poser parce qu'elle est passionnante. Je ne sais pas vous répondre. Est-ce que la compulsivité, est-ce qu'il y a la notion de contrainte? Il y a la notion de contrainte au début. Au début, mais peut-être que j'évite votre question, mais au début, la personne se sent contrainte de le faire, répondant finalement à une idée obsédante qui est encore très présente. Mais au bout d'un certain temps, les gens vous disent que c'est plus de la contrainte. Il faut le faire comme on fait quelque chose d'autre. Alors c'est vrai que quelquefois, évidemment, le gros problème de ces patients-là, mais que ce soit, enfin, en tout cas pour les TOC, c'est que l'environnement leur dit « non mais ça ne va pas ». Et donc eux, ils sont obligés de se rendre compte que cela ne va pas, parce qu'ils tiennent compte quand même de leur environnement. Mais eux-mêmes, si on les laisse seuls, ils vont être finalement dans une procédure qui n'est plus une procédure de contrainte. Je répondrai comme cela, de cette façon-là, mais ce sont des questions qui, à mon avis, sont essentielles. Ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que si on accepte de faire cette comparaison avec les addictions, il est temps que l'on s'intéresse à ça et il est temps que l'on développe finalement ces cibles neuroanatomiques qui nous tendent la main. Moi, j'ai une petite question méthodologique. Pour aboutir à des résultats qu'on puisse utiliser en clinique, il faut des essais double aveugles, si possible, avec placebo. Est-ce que vous pourriez parler un peu des problèmes du placebo control, surtout dans les deep brain stimulation, parce que ça me semble assez difficile. Alors, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu parler des aspects méthodologiques, mais ce qui pêche dans les études sur les stimulations cérébrales, c'est que ce sont des petits échantillons. Premier point, ce sont des petits échantillons, et vous avez raison d'insister sur le fait que ce sont des études en ouvert. Les études en ouvert n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Donc après, il faut faire donc des études de phase 2 et de phase 3, c'est-à-dire de gros échantillons. Et là, on se heurte à l'hétérogénéité des patients, premier point. Et puis, deuxième point, on se heurte également à le choix de la procédure leurre, autrement dit du placebo. Et alors, je ne vais pas tellement vous répondre sur la stimulation cérébrale profonde, je vais vous répondre sur la RTMS. Le choix du placebo dans la RTMS est déterminant. Dans la plupart des études qui sont menées, le placebo n'est pas un placebo, et donc on rompt le double aveugle. Et puis alors l'autre gros problème, c'est que quand le placebo est un bon placebo avec la RTMS, les gens répondent au placebo. Donc pour différencier la bonne technique et la RTMS du placebo, il faut vraiment une technique de stimulation qui soit très forte et très efficace. Donc vous avez raison, ça pose aussi de grandes questions méthodologiques, mais aussi des questions neuroanatomiques très importantes.